cet atelier de formation. C'est un très grand honneur et un plaisir de partager avec vous ce contenu de formation sur la plateforme Moodle. Je m'appelle Ahmed El-Makarri, je suis chargé du Centre d'innovation pédagogique de l'université et je suis enseignant au département de linguistique, au département de français linguistique à la faculté des lettres et des sciences humaines. Je n'ai pas besoin de vous présenter c'est Hassan Louzgani, qui est un enseignant-chercheur ici au département de biologie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là en tant qu'enseignants-chercheurs, mais plutôt en tant que formateurs. Je dis bien formateur, ça on le dit à chaque atelier. C'est Hassan, il est titulaire d'un master international en e-learning de l'Université de Genève. Et moi, je suis titulaire d'un DESS en technologie éducative de l'Université de Strasbourg. Simplement pour vous mettre dans le bain, et c'est un plaisir pour nous donc de partager avec vous aujourd'hui. Alors l'objectif donc de cet atelier, comme on vous l'a dit, c'est essentiellement une prépédeutique, une initiation de base à la plateforme Moodle. Donc je vais essayer dans cette présentation de vous parler un petit peu, de faire une présentation, mais sans entrer vraiment dans le détail, parce que ce qui nous intéresse dans cet atelier, c'est le travail pratique. C'est pour ça qu'on l'a nommé une formation express. C'est-à-dire, à la fin de cette formation, vous seriez capable, vous puissiez être capable de créer un cours ou bien un embryon de cours que vous allez enrichir par la suite. Ça, c'est l'objectif de base. Bien entendu, il y aura un travail sur la plateforme. On vous a créé un compte avec un espace de cours que vous allez après renommer selon le cours ou les cours que vous allez proposer à vos étudiants. Et moi et c'est Hassan, on va vous accompagner pas à pas pour créer des ressources, pour créer des activités sur la plateforme. Alors avant d'aborder cela, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, nous avons tous vécu en tant qu'enseignants l'avènement de la pandémie au mois de mars dernier. C'était arrivé tout d'un coup et chaque établissement, chaque enseignant a été obligé d'improviser et de trouver le moyen d'assurer ce qu'on avait appelé en ce temps-là la continuité pédagogique. Bien sûr, cela ne s'est pas toujours bien passé, cela dépend de l'expérience de chacun, cela dépend des situations, des circonstances, mais ce qui est quand même sûr et certain, c'est que l'improvisation a été, comme je viens de le dire, un élément de base dans ces circonstances. Mais cela ne veut pas dire que l'université n'avait pas d'enseignement à distance de e-learning. Cela fait presque 20 ans que l'université a des plateformes. Certaines institutions, notamment la faculté des sciences, avaient une plateforme Moodle, bien sûr qui fonctionnait essentiellement comme un dépotoir de PDF, mais ça existait. Mais dans d'autres établissements, il y avait des plateformes qui fonctionnaient avec des cours. Bien sûr, le tout se passait dans ce qu'on appelait la configuration hybride de blended learning, c'est-à-dire que le cours à distance était simplement là pour enrichir le cours présentiel. Avec la pandémie, on s'est retrouvé sans cours présentiel, il n'y avait plus que le recours au distanciel, ce qu'on appelle le distanciel, donc les cours à distance. Ce que beaucoup n'ont pas compris, bien sûr, il y a un certain nombre d'enseignants de votre faculté, des autres facultés, qui ont subi une formation. Nous avons organisé des MOOC, nous avons organisé des formations à distance pour le e-learning d'une manière générale. Mais beaucoup croient qu'au fait, le e-learning, ce sont Zoom ou bien Microsoft Teams ou bien des plateformes WhatsApp, etc. Ce qui est quand même sûr, c'est que ces plateformes-là ne sont pas des plateformes pour l'enseignement à distance. Ce sont des outils de communication, ce qu'on appelle de communication synchrone. On les utilise pour les visioconférences, etc. Mais en aucun cas, ils ne peuvent servir ou se substituer aux cours présentiels. Vous ne pouvez pas imaginer un étudiant qui va passer 5 ou 6 heures devant l'écran pour écouter un enseignant qui parle sur un plan statique. Tout d'abord, ce n'est pas pédagogique. Deuxièmement, il faut que cet étudiant possède une connexion Internet qui coûte de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et puis, il y a aussi l'ennui. Tout le monde sait qu'on ne peut pas rester devant l'écran pendant des heures. C'est pour cela que nous essayons depuis 20 ans maintenant d'attirer l'attention sur ce qu'on appelle les LMS ou les plateformes d'enseignement à distance qui constituent les vrais outils de e-learning ou les vrais outils d'enseignement à distance. Alors, parmi ces outils-là,
il y a donc la plateforme Moodle. Alors je vais essayer de présenter donc cette plateforme d'une façon plus ou moins détaillée. Alors tout simplement, lorsqu'on parle de Moodle, lorsqu'on parle de Ganesha, Claroline, d'autres plateformes, Blackboard, WebCity, tout ça, ce sont des plateformes d'enseignement à distance qu'on appelle des LMS, ce qu'on appelle en anglais Learning Management System. Ce sont des systèmes d'apprentissage et de gestion de cours d'une manière générale. Alors dans le mot LMS, nous avons le learning, donc il y a l'apprentissage, puisque c'est la base au fait de toute plateforme qui permet à un étudiant d'apprendre à distance. Ensuite, management, il y a la gestion, c'est-à-dire que la plateforme aide à organiser au fait et à gérer des cours ou bien des formations en ligne avec des participants qui ne sont pas nécessairement dans le même lieu, comme c'est le cas d'un cours classique. Et ensuite, c'est un système, donc c'est un système informatique. Au fait, on peut dire qu'un LMS, c'est un gros logiciel qui sert à gérer les cours, à gérer les enseignements, à gérer les évaluations, etc. Donc voilà ce qu'on appelle essentiellement un Learning Management System, et Moodle fait partie de ces systèmes. Alors je vais vous dire pourquoi nous avons choisi Moodle, pourquoi tout le monde, dans le monde universitaire, a choisi Moodle qu'au lieu d'autres. On verra d'ailleurs qu'il y a plusieurs raisons. Alors, lorsqu'on parle d'une plateforme d'enseignement à distance, c'est tout simplement, comme j'ai dit, un espace virtuel dans lequel il y a des contenus, il y a des activités. Les contenus, c'est ce que l'enseignant propose, ça peut être des PDF, ça peut être des vidéos, ça peut être des fichiers de différentes sortes, etc. Mais surtout parce qu'un cours, comme vous le savez, ce n'est pas simplement un contenu. Vous ne pouvez pas donner à l'étudiant un PDF et lui dire « ça y est, c'est ça le cours ». Il faudrait l'accompagner et l'encourager à s'approprier ce contenu. C'est ça qui est le plus pertinent. Donc des activités, il y en a de 4 sortes sur la plateforme, n'importe quelle plateforme. Il y a les activités d'apprentissage qui vont aider l'étudiant à apprendre. Il y a les activités de communication, comment l'étudiant va communiquer avec l'enseignant, mais également avec ses camarades. Ensuite, la collaboration, puisqu'on va voir que Moodle est sous-tendu par une philosophie pédagogique, c'est-à-dire c'est un outil basé sur la philosophie de socio-constructivisme, c'est-à-dire l'apprenant va apprendre en collaborant avec les autres. C'est ça, donc, il y a des outils de collaboration, mais également il y a les outils d'évaluation. Donc les QCM, les tests, les devoirs, etc. Durant la pandémie, certains établissements de l'université de Buenos Aires ont tout simplement passé des examens sur la plateforme Moodle, comme par exemple l'ENSA, et je pense que le ST aussi, ils ont utilisé la plateforme Moodle pour passer des examens à distance. Mais donc on reviendra à ces outils dans les détails. Alors bien sûr, tout cela est géré par un ensemble, donc c'est un espace Internet, il y a des gens qui rentrent et qui sortent, mais qui ne jouent pas tous le même rôle. On verra bien sûr que le rôle, chacun a son rôle. Il y a bien sûr les étudiants pour qui la plateforme existe. Il y a aussi l'administrateur, c'est celui qui gère la plateforme au niveau technique, au niveau informatique, mais également au niveau de la gestion. Vous avez également l'enseignant qui a son espace de cours. Il est maître dans son espace de cours. C'est lui qui décide quel contenu choisir, quelle activité choisir. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les tuteurs. Alors le tuteur, bien sûr, c'est un métier qui est apparu avec l'enseignement à distance. Le tuteur n'est pas nécessairement l'enseignant concepteur du cours, mais ça peut être, par exemple, vous pouvez faire appel à vos doctorants, à 3 ou 4 doctorants, pour vous aider à gérer la plateforme. Pourquoi? Parce que quand il y a un grand nombre d'étudiants, il est difficile de les gérer tout seul. Donc le tuteur, on va dire que c'est quelqu'un qui joue à la fois un rôle pédagogique, mais également un rôle socio-affectif, un rôle administratif, un rôle technique, etc. Tout simplement pour que l'étudiant ne se sente pas seul lorsqu'il est devant l'écran ou dans le LMS ou dans le Moodle, par exemple. Alors, quelqu'un poserait la question, pourquoi justement? Quels sont les avantages d'un LMS par rapport à d'autres outils qui ne sont pas conçus pour l'enseignement à distance? Alors, tout d'abord, il y a la possibilité de créer des différents formats, proposer des contenus avec différents formats. C'est-à-dire que la plateforme va accepter
des combinaisons de textes, d'images, de vidéos, de pistes audio, de simulations en flash. Tout ce que vous pouvez imaginer, la plateforme peut l'accepter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de restrictions selon la nature des formats des outils qu'on propose. Ensuite, et ça, c'est l'accessibilité en tout temps et tout lieu. Si par exemple, pour travailler sur Zoom, il faut que l'étudiant soit connecté et qu'il soit présent en direct, la plateforme n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire l'enseignant propose toutes ses activités et ses ressources. L'étudiant va se connecter quand il aura le temps. Il peut le faire à minuit, à 4 heures du matin, le soir, quand il a le temps. Et en plus, l'avantage pour nous, c'est que la plateforme de l'université ou de la faculté, elle est gratuite. C'est-à-dire que l'étudiant n'a pas besoin d'avoir une connexion payante ou un solde, on va dire, pour se connecter. Il suffit qu'il y ait une connexion Internet, il tape l'adresse de la plateforme, il va se connecter. Ça, c'est un avantage. Donc, en plus du fait qu'il peut le faire à n'importe quel moment. Bien sûr, tout cela se fait avec la supervision de l'enseignant qui sait, lorsque vous travaillez sur une plateforme de type Moodle, vous savez à quelle heure l'étudiant s'est connecté, combien de temps il a passé, est-ce qu'il a lu un document, est-ce qu'il a fait un devoir, est-ce qu'il a fait un test. Et l'étudiant peut avoir le résultat du test sur place, c'est-à-dire, on va dire, un feedback immédiat avec les notes, un carnet de notes, etc. Donc on peut dire que la plateforme, c'est un univers dans lequel il y a tout. Hein, la gestion de l'étudiant, mais également la gestion des apprentissages. Ensuite, la facilité d'entretien, puisque Moodle ne demande pas beaucoup de ressources au niveau du serveur, même au niveau technique. Il y a une base de données MySQL et il y a le langage PHP pour interroger la base de données. Donc c'est ça, au fait, c'est très simple, qui ne demande pas. Et en plus, c'est quelque chose de gratuit, c'est-à-dire la plateforme ne coûte rien par rapport à d'autres plateformes comme WebCity ou bien Blackboard, les plateformes américaines, qui nécessitent un paiement, c'est-à-dire que l'université doit payer par tête de pipe, par étudiant. Et ça peut coûter beaucoup d'argent. Tandis ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la logique de l'open source. C'est-à-dire que vous pouvez changer le code source de la plateforme et y ajouter ce que vous voulez. Hein. Donc on verra d'ailleurs après que Moodle est une grande communauté mondiale qui travaille dans ce sens. Vous avez, comme je viens de dire, l'évaluation automatique. Vous proposez un QCM, l'étudiant fait son QCM et tout de suite, il a le résultat. Il a la note, il a aussi, bien sûr, les feedbacks, les remarques que vous pouvez faire automatiquement et qui seront gérées. Ensuite, il y a la réutilisabilité à l'infini, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre cours aussi longtemps que vous voulez. Alors imaginez que vous avez un cours sur un polycopier. Si vous changez quelque chose, vous êtes obligé de reprendre le polycopier, faire le changement et le réimprimer. Donc ça, c'est une perte d'énergie et de temps, que ce soit pour l'enseignant ou pour l'étudiant. Tandis que ici, sur la plateforme, il suffit de quelques clics et vous changez ce que vous voulez dans votre cours. Donc, vous voyez, la réutilisabilité est un critère très pertinent et très, très important pour un enseignement à distance. Alors, lorsqu'on parle de Moodle, tout le monde connaît que c'est la plateforme la plus populaire au monde. C'est-à-dire qu'il est destiné à fournir aux enseignants un système unique. Alors, comme je viens de dire, c'est un système robuste, sûr et intégré. Pourquoi il est sûr? C'est-à-dire que les informations que vous allez mettre sur la plateforme ne peuvent pas circuler sur le web. Vous ne les trouverez pas sur Google. Si vous mettez une photo de vous, si vous mettez un contenu, il est restreint à la plateforme. Il n'est pas accessible à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un espace, on va dire, sécurisé et intégré. Alors, Moodle, c'est l'acronyme de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, qu'on peut traduire par un environnement orienté objet d'apprentissage. Et d'ailleurs, le verbe to moodle en anglais, ça veut dire tout simplement flâner, se promener sans vraiment d'objectif précis. Donc, et on appelle les gens qui utilisent Moodle des moodlers. Donc ça, c'est le terme qu'on utilise. Alors bien sûr, c'est un environnement dynamique. Pour vous donner une idée tout simplement sur les universités qu'il utilise, il est très utilisé à travers le monde. Voici quelques exemples. J'espère que la connexion marche. Voilà. Voilà, vous voyez déjà quelques chiffres. Il y a 238 millions d'utilisateurs de Moodle dans le monde. Il y a 30 millions de cours. Il y a 161 000 sites et dans plus de 235 pays. Tout cela, bien sûr, avec
des modalités linguistiques, c'est-à-dire que la plateforme peut être en anglais, en français, en allemand, et elle dépasse pratiquement 200 langues. Hein, c'est-à-dire que n'importe quelle que soit la langue, on peut la trouver sur Moodle. Alors vous avez ici des exemples, parce qu'il n'y a pas que les universités qui l'utilisent, mais également les sociétés ou les entreprises qui font des formations à distance pour leur personnel. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle l'Open University, la société Shell, l'université de Cambridge. Vous avez Vodafone, vous avez la société Mazda et surtout vous avez les Nations Unies qui utilisent la plateforme Moodle pour les cours à distance. Tout simplement, tout ça pour vous dire au fait que c'est une plateforme qui a de l'ampleur et qu'elle est populaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un ensemble de développeurs bénévoles qui produisent ce qu'on appelle des plugins, c'est ce qu'on appelle des modules, c'est pour ça qu'on appelle modulaire. Par exemple, vous êtes enseignant de physique et vous avez besoin, par exemple, d'outils pour illustrer ou faire une simulation. Je ne sais pas, par exemple, la réfraction de la lumière ou bien quelque chose, je dis n'importe quoi. Donc, vous allez sur la plateforme moodle.org et vous avez toutes les spécialités. Moodle pour les mathématiciens, pour les physiciens, pour les chimistes, pour les linguistes, etc. Et là, il y a une communauté, quelqu'un qui propose, par exemple, un outil d'illustration, une vidéo, quelque chose qui permet d'illustrer un aspect donné de votre cours. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas obligé de produire vous-même, mais c'est une communauté, bien sûr, tout ce qui est produit est mis à la disposition. Et vous aussi, lorsque vous produisez quelque chose, vous devez le soumettre à la communauté pour que tout le monde en profite. Donc, c'est pour cela que c'est une plateforme modulaire, donc elle est basée sur des modules qui sont développés chaque jour. Et d'ailleurs, la première version a été créée en 2002 et aujourd'hui on en est à la version 3.9. Donc il y a eu beaucoup de développement et d'amélioration au niveau de la plateforme. Alors voici le créateur de Moodle, Martin Duguyama, c'est un Australien. Alors ce qui est intéressant, c'est que la plateforme Moodle était son projet de doctorat en 2000-2001 à l'université de Melbourne en Australie. Donc c'est un projet de doctorat en sciences pédagogiques et qui est devenu par la suite la plateforme que l'on connaît aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est une plateforme créée par un universitaire pour les universitaires. Donc ça veut dire qu'il connaît un petit peu tous les problèmes, tous les aspects de l'enseignement, de l'apprentissage, au lieu de plateformes, par exemple, commerciales, qui, elles ont été faites pour gagner de l'argent et non pas pour progresser et développer l'apprentissage au niveau mondial. Si vous prenez par exemple la carte, il y a pratiquement des sites Moodle à travers le monde. Hein. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y en a plus de 208 pays et d'universités qui utilisent. Tout simplement, j'essaie de vous dire que c'est le meilleur choix. Bien sûr, si quelqu'un veut utiliser une autre plateforme, il y en a d'autres, mais je vous le dis tout de suite, ils n'ont pas la même popularité, le même soutien que la plateforme Moodle et surtout la facilité d'utilisation, ce qui caractérise la plateforme Moodle. Alors, j'ai dit tout à l'heure que chaque plateforme est basée sur une philosophie pédagogique. La plateforme Moodle, elle est basée aussi sur une philosophie qu'on appelle le socio-constructivisme. Vous savez qu'il y a beaucoup de courants d'apprentissage, mais la plateforme Moodle, elle est basée sur le socio-constructivisme. Tout simplement, ce n'est pas vraiment une méthode ou bien une théorie de l'enseignement, mais c'est une philosophie d'une manière générale qui est basée sur la question suivante. Qu'est-ce que apprendre? C'est quoi, au fait, apprendre? Et aussi, comment les êtres humains apprennent-ils? Quand on dit comment les êtres humains, on peut englober tous les aspects, que ce soit les aspects philosophiques, informatiques, génétiques, etc. Donc tout ça, c'est la question que pose le socio-constructivisme. Alors on peut rapidement, on ne va pas entrer dans les détails de cette théorie pédagogique, tout simplement, elle est basée sur le fait qu'apprendre, c'est un processus interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres. Nous connaissons tous la méthode classique, ce qu'on appelle le transmissif, le mode transmissif, c'est-à-dire que l'enseignant, il est au centre de l'opération, c'est lui qui transmet le savoir aux étudiants, et à la fin, ce sont les étudiants qui doivent répondre aux questions. Ça, c'est le mode que l'on connaît. Et je raconte toujours une anecdote. Si vous prenez par exemple un chirurgien du XVIIIe siècle, et que vous le mettez aujourd'hui dans une salle d'opération, il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit. Il sera incapable de faire. Pourquoi? Parce que tout a changé.
La technologie a changé, les connaissances ont changé, la méthode, tout. Mais si vous prenez un enseignant du XVIIIe siècle et que vous le mettiez dans une salle de cours aujourd'hui, rien n'a changé. Peut-être le tableau qui était noir, il est devenu blanc. C'est-à-dire que, pour vous dire que notre métier n'a pas beaucoup évolué à travers l'histoire. Nous avons toujours continué à utiliser les mêmes méthodes, la transmission, le savoir, les examens, etc. Tandis qu'on a omis un aspect important, c'est que les apprenants progressent plus vite lorsqu'ils apprennent entre eux, lorsqu'il y a un échange, lorsqu'il y a une collaboration, un travail collaboratif. C'est ça, en fait, la base de la philosophie dite du socio-constructivisme. Alors, rapidement, ce modèle, il favorise donc une pédagogie active qui est basée sur 3 dimensions, grosso modo. Si quelqu'un a besoin de détails, on peut lui donner tous les documents nécessaires. Il y a d'abord l'aspect cognitif, donc l'apprentissage vraiment au niveau du cerveau. Donc des situations problèmes, des tâches, des résolutions, des constructions. Lorsque vous proposez une situation problème, l'apprenant va faire travailler son cerveau, mais également va faire appel à ses camarades pour pouvoir résoudre telle ou telle situation. Ensuite, il y a l'aspect affectif, il y a la motivation. C'est-à-dire, c'est la motivation, selon cette théorie, qui conditionne le comportement des apprentissages. Par exemple, les émotions, les sentiments, les attitudes, les croyances, tout ça fait partie également du processus d'apprendre. Et enfin, il y a la dimension sociale, ce qu'on appelle l'interactivité, la collaboration, l'échange professeur-enseignant et apprenant-apprenant. Nous savons tous que dans nos cours classiques, vous n'avez pas toujours le temps de répondre aux questions des étudiants. C'est-à-dire, à la fin du cours, il y a des étudiants qui posent des questions, mais c'est toujours 3 ou 4, on n'a jamais le temps entre 2 cours pour pouvoir faire cela. Tandis que ces environnements, on va voir que Moodle propose beaucoup de possibilités à l'étudiant. Il y a les forums, il y a les wikis, il y a les différents outils de collaboration qui offrent quand même des possibilités énormes pour l'enseignement-apprentissage. Alors, lorsqu'on parle de Moodle, on parle de cours à distance, de cours en ligne. Au fait, le cours à distance n'est pas nécessairement un cours en ligne, parce qu'on mélange un petit peu entre un cours à distance et un cours en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que les cours à distance existaient bien avant Internet. Vous vous souvenez des cours par correspondance, lorsque on reçoit les cours par courrier postal, on répond, on fait les exercices, on les envoie. Ça existait depuis longtemps. Mais le cours en ligne est apparu avec Internet, c'est-à-dire que c'est un cours au fait à distance, mais qui est basé sur les outils du web, que ce soit donc les plateformes, que ce soit le YouTube, que ce soit n'importe quel outil, donc peut être utilisé dans le cadre de ce qu'on appelle un cours en ligne. Alors aujourd'hui, bien sûr, les cours en ligne ont évolué, ce n'est plus le cours classique. Vous connaissez aujourd'hui, il y a les MOOC, il y a les SPOOC, qui sont des environnements conçus pour des milliers d'étudiants, non pas seulement toutes les universités mondiales, les grandes universités ont créé des MOOC pour 5 000, 10 000, voire 100 000 étudiants pour dispenser le savoir d'une manière générale. Et pendant la pandémie, ces cours se sont multipliés et ont connu des évolutions tout à fait remarquables. Donc, on peut dire qu'au fait, ces cours peuvent être entièrement à distance. Il y a des cours comme les MOOC qui sont complètement à distance, c'est-à-dire que l'enseignant, il est là juste pour contrôler. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les formations hybrides, comme je viens de le dire, donc les blended learning, comme ce que nous faisons nous, c'est-à-dire vous ne pouvez pas imaginer qu'un cours en ligne va remplacer votre cours, que ce soit dans le TP, le TD ou à l'amphi. Donc on peut dire au fait que le cours en ligne, chez nous, il est utilisé comme support au cours présentiel. Bien sûr, aujourd'hui, avec la pandémie, on l'utilise justement pour pouvoir assurer, que j'ai appelé tout à l'heure, la continuité pédagogique. Alors, bien sûr, ces cours à distance peuvent être asynchrones, c'est-à-dire comme sur la plateforme Moodle, comme j'ai dit tout à l'heure, l'étudiant va se connecter quand il aura le temps et quand il voudra, mais la modalité synchrone, elle fait référence à des cours à distance en temps réel, comme par exemple lorsque vous faites un cours sur Zoom, ou bien sur Microsoft Teams, ou sur Google Meet. Ça, ce sont des cours qui ressemblent un petit peu à des visioconférences. Donc, ce sont des cours synchrones en temps réel. Donc, il faut faire la distance. Mais sur Moodle, vous avez également la possibilité d'utiliser un cours synchrone. Vous avez un outil qui s'appelle Big Blue Button, qui est un outil de Moodle qui vous permet
de faire une visioconférence comme vous le faites avec Zoom ou avec Microsoft Teams, sauf qu'il est gratuit, c'est-à-dire il n'y a pas de restriction. Si vous allez sur Zoom, il va vous demander de l'argent, il va vous demander des restrictions, vous ne pouvez pas dépasser 100 ou bien 40 ou bien, enfin je ne sais pas exactement. Mais moi je préfère plutôt des outils qui sont open source et qui sont gratuits et accessibles à tout le monde. Voilà, donc pour terminer, voici quelques pistes tout simplement pour concevoir votre cours à distance. Comme je viens de le dire, il faut favoriser ce qu'on appelle l'engagement actif de l'étudiant dans le cours. Par exemple, il faut proposer non seulement des PDF comme on fait généralement, mais essayer de proposer quand même des outils variés. Hein. Par exemple, des situations, résolution des problèmes, des études de cas, des réflexions critiques, je ne sais pas, des exercices variés avec des complexités progressives, etc. Tout simplement, vous imaginez que l'étudiant, lorsqu'il va simplement trouver un PDF, il ferait mieux, l'enseignant ferait mieux de le lui envoyer par email. Pourquoi mettre le PDF dans une plateforme d'enseignement à distance? Ça ne sert à rien. La plateforme, elle est là pour exploiter en quelque sorte les outils et tout ce qui est possible, ce qui pouvez offrir à votre étudiant. Et également, comme j'ai dit, le travail collaboratif est très important. Il faut toujours, vous avez la possibilité dans Moodle de créer des groupes. Vous avez une centaine d'étudiants, vous créez 5 groupes de 20 et chaque groupe va travailler comme s'il était une classe différente. C'est-à-dire, chacun va travailler, va faire des activités qui sont différentes des autres. Mais cette création de groupe et ce travail collaboratif est très important. Pourquoi? Parce qu'il va permettre à l'apprenant de s'enrichir et de s'enrichir surtout de l'expérience des autres et l'expérience, bien sûr, du professeur qui devient non seulement le centre de l'opération, mais plutôt comme un modérateur, comme quelqu'un qui coordonne l'apprentissage. Et ça, c'est l'objectif que tout le monde cherche à prendre. Également, il faut inviter les étudiants à faire des contributions au cours. Autrement dit, il ne faut pas que l'étudiant soit juste réceptif. Par exemple, vous faites un forum, vous lui dites, voilà, vous posez une question, répondez aux questions du forum et intervenez. C'est-à-dire que l'étudiant devient lui-même ce qu'on appelle un petit peu comme le principe de la classe inversée, si vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire que l'étudiant va préparer son cours en dehors de la classe et lorsqu'il va venir, l'enseignant est là juste pour confronter les différentes expériences et apporter sa propre expérience. Donc ça, c'est un point important. Mais également, proposer ce qu'on appelle des ressources et des activités complémentaires. Il ne suffit pas de donner votre cours PDF ou n'importe quel format, mais plutôt aller chercher des sites web dans lesquels il y a des éléments relatifs à votre cours, des vidéos, des ressources variées. Tout simplement, vous savez que la génération d'aujourd'hui, ce n'est pas une génération de lecture, c'est une génération de visionnage de vidéos, de podcasts, comme on appelle ça, les réseaux sociaux. Donc pourquoi pas utiliser justement, vous voyez tout à fait possible d'aller créer une page Facebook pour votre cours, où il n'y a que les éléments de votre cours. Les étudiants seront beaucoup plus motivés et utiliseront ces outils comme des outils d'apprentissage et non pas seulement des outils de réseautage social. Ça, c'est important. Et beaucoup l'oublient. Donc, il ne faut pas que le cours soit concentré uniquement sur le contenu chapitre 1, chapitre 2, mais qu'il faut qu'il y ait quand même des éléments extérieurs, je ne sais pas moi, des films, je ne sais pas, des vidéos. Bien sûr, des vidéos, il ne faut pas donner des vidéos de 2 heures. Vous êtes sûr qu'un étudiant ne va pas passer 2 heures à regarder votre vidéo. D'ailleurs, les podcasts vidéo sont généralement d'une dizaine de minutes, maximum une quinzaine de minutes. Donc, vous voyez, tout ça contribue essentiellement à créer un cours très agréable, on va dire, et interactif. Et enfin, pour terminer, il faut toujours accompagner l'étudiant dans son cheminement, c'est-à-dire accompagner, répondre aux emails, répondre aux messages, parce que la plateforme est là aussi sa messagerie interne, fournir des rétroactions, c'est-à-dire lorsqu'un étudiant propose un devoir ou quelque chose, il faut lui donner votre feedback, des conseils, etc. Et animer les espaces de discussion, je parle des forums et des wikis, qui sont des éléments importants pour l'échange et pour enrichir l'expérience de vos étudiants. Voilà donc, je ne m'étale pas sur le reste. Il y a bien sûr offrir une représentation générale de votre structure de cours. Chaque fois que vous présentez votre cours, essayez de schématiser tout d'abord le contenu pour que l'étudiant puisse savoir de quoi il s'agit.
Et je n'oublie pas de vous conseiller, au début de chaque cours, de spécifier les objectifs généraux. Objectif général du cours, mais également l'objectif de chaque section. Je ne sais pas, par exemple, si j'ai un cours sur la programmation en langage C, l'objectif général, à la fin de ce cours, vous serez capable d'écrire un programme en langage C. Mais à l'intérieur de tout, vous serez capable d'écrire un cours. Il y a tout d'abord comment écrire un algorithme, comment écrire une boucle, Donc tout ça, ce sont des sous-objectifs que l'étudiant doit savoir. Lorsqu'il entre dans votre cours, il sait qu'est-ce qu'il sera capable de faire à la fin du cours. Et ça, on l'oublie souvent. On le demande à des collègues, ça c'est par expérience. Il vous dit, non, moi j'ai l'objectif dans ma tête. Bien sûr que chacun a un objectif dans sa tête, mais les étudiants ne connaissent pas cet objectif. Et si vous leur expliquez qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire à la fin du cours, ils sont encore plus motivés. Et c'est ça que nous avons toujours tendance à oublier. Autrement dit, il y a certains de nos collègues qui ne veulent rien savoir. Bon, je connais des collègues qui utilisent encore le cahier qu'il avait lorsqu'il était étudiant. Il faut penser également à ces étudiants. Donc, à certains moments, lorsqu'ils utilisent des outils informatiques, et lui, il ne sait pas les utiliser, de quoi il aura l'air? Moi j'aurais honte à sa place, de toutes les façons. Faire un petit effort, on ne lui demande pas d'être un spécialiste de e-learning, mais quand même être, comme on appelle, au parfum du jour, utiliser un petit peu les outils. Vous trouvez par exemple que nos enfants, certains d'entre nous, les enfants sont beaucoup plus forts dans ce domaine que les parents. Donc ça, tout le monde a fait l'expérience. Donc pourquoi ne pas profiter de ça justement pour l'intégrer dans l'enseignement et l'apprentissage. Voilà, donc je m'arrête là. J'ai essayé dans cette présentation simplement de mettre l'accent sur les points les plus importants. J'ai parlé de LMS, que c'est qu'un LMS. J'ai parlé de Moodle en tant que plateforme, ses composants, pourquoi il est utile d'utiliser un LMS, et enfin quelques éléments qui vous permettront de progresser dans votre cours. Voilà donc ce que j'avais à dire très rapidement. Alors s'il y a des questions ou des remarques, vous pouvez toujours intervenir.